Chers amis, bien le bonjour. Dans le dernier épisode du podcast Chercheurs de valeur, nous avons discuté avec Xavier des différents styles d'investissement. Vous avez comme d'habitude le lien sous cette vidéo et voici un extrait pertinent. Mais je propose qu'on commence par l'approche value parce que sur l'approche value, je crois que tu as une thèse assez forte, c'est que tu penses que c'est fini. Et si j'ai bien compris, c'est fini parce que l'approche value, ça repose sur la capacité à identifier une anomalie, donc à savoir une entreprise dont la valeur réelle serait décotée par rapport à l'appréciation des marchés, et tu dirais que les marchés sont peut-être devenus plus efficients, et du coup, il faut quand même avoir beaucoup d'ego pour se dire j'ai chopé quelque chose que personne n'a vu. Oui, fini, et je l'ai dit, j'ai déjà dit que c'était fini, mais c'est un peu grossier. En tout cas, je pense que c'est beaucoup plus dur. Et on voit d'ailleurs l'évolution des personnes qui font du value. Warren Buffett, ça fait bien, on le considère encore comme un investisseur value, ça fait bien longtemps qu'il fait plus du value et qu'il a plutôt basculé vers de la qualité. Mais aux racines de l'investissement value, de l'investissement décoté, c'était entre guillemets facile, c'était avant la Deuxième Guerre mondiale, parce que les gens n'avaient même pas les données sur les entreprises. Les gens qui achetaient, surtout aux États-Unis, il faut savoir quelque chose, c'est que le prix des actions restait toujours à peu près dans la même fourchette. Ils essayaient toujours que le prix des actions reste entre 10 et 20 $. Et dès que ça dépassait un petit peu, ils faisaient des splits, etc., ou des reverse splits. Et ça peut paraître bizarre, mais très longtemps, aux États-Unis, il y a eu cette notion qui est une notion stupide, mais qui existait réellement, qu'un titre à 20 $ était cher, un titre à 10 $ était pas cher, juste sur le prix de l'action. Et nous, on a tendance à voir les particuliers qui investissent en bourse comme quelque chose de nouveau, mais en fait, quand on lit des bouquins sur la crise de 29, moi, je suis toujours surpris de voir que non, il y avait déjà, c'est pas un mythe, il y avait réellement le chauffeur de taxi qui investissait en bourse, il investissait avec de l'effet de levier, il faisait de la vente à découvert et on était en 1913 aux États-Unis, quoi. C'est une réalité. Et dans ce temps-là, quelqu'un qui allait voir le bilan d'une entreprise, mais c'était une personne sur 100, même parmi les professionnels. D'où ce fameux Benjamin Graham, qui était un des premiers à faire le boulot. Et donc, au départ, tout se jouait sur le bilan. Et le but, c'était d'acheter un porte-monnaie dans lequel il y a 50 €. Tu vois, tu vas au marché, tu le repères qu'il y a 50 € dans le porte-monnaie et tu veux l'acheter à 40 €. C'est ce qu'ils faisaient, ils regardaient le bilan. Ils essayaient au départ d'avoir des entreprises qui cotaient moins cher que la trésorerie qu'ils avaient. Donc, pour te dire à quel point c'était aberrant. Et puis tout ça, ça a évolué petit à petit. C'est la trésorerie, t'en trouvais plus, ce qu'ils appelaient des net, t'en trouvais plus. Donc, il fallait regarder le total du bilan. Et puis dans le bilan, t'avais des usines, des choses comme ça, c'était plus compliqué. Et puis avec le temps, les values se sont mis à regarder de plus en plus les earnings, le bénéfice de la société, etc., etc. Et aujourd'hui, on est dans un monde où, dans la plupart des cas, une boîte qui est faiblement valorisée, elle l'est pour une bonne raison. Et en plus de ça, donc les marchés, comme tu disais, sont devenus plus efficients. Et en plus de ça, aujourd'hui, regarder un bilan, c'est hyper compliqué parce que le bilan d'Amazon, comment tu valorises la marque Amazon, comment tu valorises même le fait de pouvoir attirer les meilleurs développeurs ou marketeurs, comment tu le valorises, comment tu valorises son fichier client, comment tu valorises tous les fournisseurs qui se sont mis sur son compte, etc. C'est impossible. Déjà, c'est pas dans le bilan. Et si ça l'est, c'est impossible à faire. Donc, moi, je tire mon chapeau aux investisseurs value parce que selon moi, ça reste le vrai style d'investissement, entre guillemets. Ça reste le rêve de l'investisseur d'acheter quelque chose moins cher qu'il ne vaut voilà. Et même si vous faites pas du value, on a tous énormément à apprendre du style value parce qu'il nous rappelle que le prix et la valeur, ce sont deux choses différentes. Il nous rappelle que le marché, il est erratique et que parfois, il va survaloriser quelque chose et parfois le sous-valoriser, etc. Et je pense que même si on n'est pas investisseur value, ça vaut le coup de se plonger un peu dans cette approche. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as essayé déjà de chercher des titres décotés? Quand j'ai lu les livres notamment le livre de Benjamin Graham, c'est un des trucs qui m'a frappé. C'est que ça a l'air beaucoup plus compliqué que ça ne l'était à l'époque. C'est cette idée que tu vas être capable effectivement de faire la somme des actifs d'une entreprise, d'enlever ses passifs et de te dire tiens ça vaut ça et en fait ça cote ça. Tu te dis mais en fait c'est pas possible
Donc t'es toujours obligé d'aller avec des proxys, des choses un petit peu empiriques, de te dire tiens le PER par rapport au PER du marché, ça a l'air d'être un petit peu en dessous, etc. Mais avoir cette idée concrète de ce que t'achètes, ça me paraît complètement impossible. Et tu l'as dit, toute la dimension des actifs immatériels comme le nom, la réputation, le brand, ce genre de choses. Comment tu vas mettre un prix dessus? Après, quand je suis allé voir le MSCI, j'ai trouvé que justement qu'il y avait quelque chose qui était pas délirant dans les critères qu'ils prenaient en compte. La première chose que je trouve assez logique, c'est que donc l'indice du MSCI, donc il s'appelle MSCI World Value Index, il est en dessous du MSCI World classique, mais genre bien, il se prend vraiment une tôle par rapport au MSCI World classique. Et les choses qu'ils prennent en compte, ils prennent deux critères en compte en particulier dans la manière dont ils sélectionnent les entreprises. La première, c'est book value to price. Et donc je suis allé voir, et en fait c'est vraiment ça, c'est la somme des actifs moins la somme des passifs. Et ça se tient en fait. Ça se tient qu'ils considèrent, qu'ils prennent ça en compte, et c'est un truc qu'on peut avoir très facilement sur Zone Bourse. Mais après, je pense que la manière dont ils calculent, il doit y avoir plein d'hypothèses qui doivent retenir ou pas retenir pour arriver à ce chiffre-là. Et l'autre critère qu'ils prennent, c'est les forward earnings. Et ça, c'est pareil. Je ne comprends pas comment c'est possible de calculer ça. Parce que c'est quoi? On tire les courbes? C'est le consensus des analystes financiers. Et tu vois, ça c'est délirant parce que les vrais investisseurs value, ils vont te dire, on n'essaye pas de prévoir le futur. Nous, on regarde juste le présent. Donc déjà, dans un vrai investisseur value qui voit que tu prends les forwards, bref, et en plus, c'est une estimation des analystes, et on sait que les analystes, ils sont plus ou moins moutonniers. C'est-à-dire, si les earnings sont croissants, ils vont te prévoir des earnings croissants pour le futur. Et tu vois, là où je trouve ces indices vraiment, enfin, tu as raison, ils sont bien calculés dans l'idée, mais le truc, c'est qu'ils prennent ce qui est faiblement valorisé. Mais le gros travail du value, de l'investisseur value, c'est de trouver ce qui est dévalorisé à tort. Sachant que le marché, il va avoir raison 98% des cas. Tu vois, et donc c'est normal que l'indice il se fasse massacrer parce qu'il prend toutes les daubes. Or, l'investisseur value, parmi tous ces titres que personne veut parce qu'ils sont en décroissance, parce qu'ils sont en fin de vie, etc. Je prends Intel, par exemple. Intel, dans le passé, ça a été une valeur de croissance, c'est une valeur qui se porte très mal, donc qui est value aujourd'hui. Un investisseur value, il va pas juste acheter du Intel parce qu'elle est faiblement valorisée. Il faut qu'il y ait un truc en plus qui lui fasse dire, je pense que Intel est dévalorisé à tort. Et j'ai cherché un exemple d'entreprise, un bon exemple d'entreprise value, un vrai de vrai. Et en traînant sur un forum, le forum Investisseurs Heureux, j'ai trouvé des discussions, mais parce que je l'ai cherché parce que j'avais déjà vu ces discussions il y a longtemps sur Gaumont. Donc Gaumont, petite boîte française. Et la manière dont ils font leurs calculs, c'est qu'ils prennent le bilan et ils disent, bah voilà, dans Gaumont, ce qu'il y a, c'est qu'il y a surtout un immeuble sur les Champs-Élysées, il y a un catalogue de films et il y a une participation dans Gaumont USA, plus le siège social qui est à Neuilly, blablabla. Et ils réévaluent tout ça. Parce que quand tu dis price to book, là, comment c'est fait, c'est tout simplement la valeur comptable. Hein. Ça vient du bilan directement. Donc typiquement, l'immeuble sur les Champs-Élysées, tu as ceux qui font du value sans chercher, qui vont prendre la valeur comptable, mais les vrais investisseurs value, ils vont regarder les dernières transactions, et c'est ce qui est fait sur le forum. Hein. Ils disent, il y a un immeuble qui s'est vendu tant, machin et tout. Ils regardent, est-ce que c'est qui sont les locataires, est-ce que c'est du premium, etc. Et ils font leur petit calcul. Ils tombent sur, je sais plus, 500 millions, 550 millions. De valeur, ils disent ça cote en bourse 330 millions, donc on a X%, on a 40% de marge de sécurité, tu vois. Et ça, c'est du vrai value. Et comme tu le dis, tu peux pas le faire avec n'importe quel titre. Faut quand même des bilans qui soient clairs où tu puisses valoriser les choses. Pour l'indice MSCI, je pense que c'est ça qu'ils ont essayé de faire. Parce que évidemment qu'on a l'impression qu'ils ont rassemblé les couteaux qui tombent, mais je pense que c'est pour ça qu'ils ont pris deux facteurs principaux. Ils ont pris à la fois le book to value price et ils ont pris également les forward earnings. Parce que l'objectif, c'est quelque chose qui est à son prix, mais qui a une belle perspective de croissance. Je pense que c'est ce qu'ils ont essayé de faire en mixant les deux, avec le problème évidemment que t'en sais rien en fait si tu vas avoir un équivalent entre les vrais rendements futurs et les prévisions des analystes. Mais pour terminer sur effectivement les indices, je pense pas que ce soit une super idée
de se dire je vais investir dans un ETF qui réplique un style d'investissement parce que ça va un petit peu contre l'objectif de l'ETF. En fait, l'idée d'un ETF, c'est d'avoir quelque chose qui est extrêmement diversifié, justement pas trop spécifique pour pas se manger trop de frais. Et l'intérêt d'un style d'investissement, c'est plutôt de se dire je choisis cette approche pour la dimension stock picking de mon portefeuille, mais je sais pas comment tu vois les choses. Et je pense que tu as raison, et c'est d'autant plus vrai que quand je dis les marchés sont plus efficients, pourquoi ils sont plus efficients? C'est pas que les investisseurs sont plus intelligents, c'est comme je le disais, à une certaine époque, fallait écrire à la boîte pour dire merci de m'envoyer votre rapport annuel, et tu recevais par courrier le paquet. Aujourd'hui, tous les sites, tu trouves toutes ces données-là sur tous les sites. Donc, l'avantage compétitif, il est plus de trouver le PER. Avant, c'était ça qui était compliqué. C'était de trouver le PER et tu divisais par le nombre de titres et machin et tu regardais sur le Wall Street Journal combien ça avait coté ou à la Bourse de Paris le soir voilà, et tu faisais ton petit calcul. Aujourd'hui, comment est-ce que ça peut être un avantage compétitif de faire un calcul à 2 balles avec l'actif net de la boîte et le PER, et que c'est évident qu'une stratégie comme ça ne marche plus. Et c'est pour ça que je tire mon chapeau à ceux qui font du vrai value, parce qu'ils font le travail que les autres ne veulent pas faire. Et très souvent, ils vont partir effectivement sur des ratios quantitatifs pour dire quelles sont les boîtes pas chères, et puis après, ils vont creuser pour se dire, tiens, celle-ci, est-ce qu'elle n'a pas une pépite quelque part dans ses comptes ? Un immeuble sur les Champs-Élysées pour Gaumont, un catalogue de films ou de disques, etc., qui est oublié et qui pourtant a de la valeur, etc. Et moi donc, quel genre d'investisseur suis-je ? Eh bien, je dirais que je suis un turbo-dividende investisseur. Qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, cela signifie que la base de mon portefeuille est configurée pour me permettre d'avoir un revenu en dividende croissant. Je les obtiens par une combinaison d'ETF, donc les ETF que vous avez ici, le SP500, un ETF monde dividende, un autre ETF monde dividende et l'ETF simplement du monde entier. Et donc, quand vous prenez chacun de ces ETF, vous avez un dividende croissant. Voici par exemple la distribution de l'ETF du SP500. Et vous voyez, en 2019, on avait un dividende de 43 cents. Il est aujourd'hui à 54 et on a comme ça une courbe de croissance du dividende qui est tout à fait intéressante, même si le rendement de départ est toujours assez faible. Cette croissance du dividende fait que plus on va avancer dans le temps et plus je pourrais compter sur cette distribution. L'autre partie de ma stratégie dividende, c'est d'investir dans des entreprises qui ont un bel historique d'augmentation de dividendes. Et là, vous avez un mix entre des entreprises qui ont aujourd'hui un rendement de départ élevé. Donc c'est là que vous avez les Total, c'est là que vous avez les Main Street Capital, c'est là que vous avez les Realty Income. Et à côté de ça, j'ai des entreprises qui sont plutôt orientées croissance et qui donc ont un rendement de départ du dividende qui est peut-être plus faible, mais qui donne la perspective de s'apprécier beaucoup plus rapidement. C'est ça qui m'intéresse, et pourquoi ce critère de l'augmentation du dividende est tellement important pour moi, parce qu'une entreprise qui est capable d'augmenter régulièrement son dividende, c'est une entreprise qui est rentable, et c'est une entreprise qui est bien gérée. Ça, c'est donc ma stratégie d'investisseur dans les dividendes, mais il y a une dimension turbo, et cette dimension turbo, eh bien, c'est le fait que je vends régulièrement des covered calls, et que ces covered calls que je vends me rapportent des revenus tout à fait significatifs, et c'est ce qui m'a permis pour ce mois de septembre d'atteindre déjà 1070 €. Je trouve ça fou en revenus grâce à ce portefeuille, dont 825 qui viennent de la vente de covered call. Alors d'ici à la fin du mois, je vais un petit peu me calmer sur la vente des covered call, sauf s'il se passe quelque chose d'exceptionnel. Et donc par exemple, je pourrais décider de faire rouler cette option de ST Microelectronics, parce que vous voyez que le prix auquel je l'ai vendu est supérieur au prix auquel je pourrais la racheter, mais je vais plutôt laisser tranquillement mes options se rapprocher de la maturation, et voilà, on verra un petit peu plus tard, on verra ce qu'on fera en octobre avec les options. Je ne sais pas si je serai capable de faire quelque chose d'aussi
impressionnant que ça, mais l'histoire nous le dira. De toute façon, je me battrai pour chacun des euros. Il me reste à vous rappeler que si vous voulez commencer à investir avec un courtier qui vous permet d'avoir toutes les cartes dans votre jeu, à savoir les ETF, à savoir les actions et la possibilité d'augmenter le rendement de vos actions grâce aux options et notamment à la vente de covered call, eh bien vous avez sous cette vidéo mon lien affilié vers le courtier que j'utilise et en suivant ce lien, vous bénéficiez de 100 euros de frais de courtage remboursés, ce qui vous permettra d'ouvrir vos premières positions de façon tout à fait indolore. Je termine en vous disant qu'outre les dividendes et outre les revenus des options, j'ai également une partie substantielle de mes revenus qui viennent de Realty. Donc vous voyez, ça c'est le graphe des revenus de Realty qui tombe tous les lundis. Et mine de rien, ça commence à être des revenus assez intéressants tous les mois. Donc on va continuer de faire grandir ça tous les mois. Le dernier mouvement que j'ai fait sur la plateforme Realty, j'ai encore acheté 2 morceaux de cette propriété sur le marché secondaire. Toutes les fois que je peux le choper au prix, ça je le fais parce que c'est quand même intéressant d'avoir une propriété qui comporte 35 logements, donc on est sur quelque chose d'assez vaste et donc ça limite les problèmes de vacances locatives, et puis vous avez quand même un rendement de 9,8, donc c'est une propriété. Toutes les fois que je peux en choper des morceaux, j'en prends des morceaux, et donc à ce jour, vous voyez là le rendement de mon portefeuille, vous voyez que mes propriétés sont louées à 91%, ce qui est pas trop mal, et donc on va attendre à mesure que de nouveaux locataires vont être trouvés, ça devrait augmenter et le rendement qui va avec, et à ce stade on touche plus de 2 euros par jour, plus de 16 euros par semaine, plus de 70 euros mensuels, et donc je vous le rappelle, mon objectif c'est d'ici à la fin de l'année de toucher les 100 euros de revenus mensuels grâce à Realty, et ça va donc s'ajouter à ma stratégie d'investissement, et encore une fois ma stratégie d'investissement c'est une stratégie qui est orientée sur le revenu, et vous pourriez tout à fait décider d'avoir d'autres stratégies d'investissement, et je vais d'ailleurs vous partager un petit guide très prochainement sur la page Patreon qui fait le tour des différents styles d'investissement qui s'offrent à vous et de leurs forces, de leurs faiblesses. Et par ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre la page Patreon pour participer à la foire aux questions. Déjà 9 questions qui ont été posées et d'ici à la fin de cette semaine, je répondrai à tout ça. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines news.